Clarisse, une jeune femme noire élevée au sein de l'une des plus puissantes dynasties de France, se tenait à l'entrée du cimetière du Père-Lachaise, par la matinée nuageuse des funérailles de Maurice Delacroix. Bien qu'elle ait été sa fille au sens strict du terme, elle se sentait aujourd'hui invisible, exclue même du testament officiel. Sans un mot, elle se détourna, le cœur lourd, pourtant, elle savait que demain, une seule lettre bouleverserait tout. Le vaste parc du Père-Lachaise, avec ses statues d'anges usées par le temps et ses tombeaux centenaires, était particulièrement solennel sous le ciel plombé. Les invités, vêtus de costumes noirs sur mesure et de robes élégantes, erraient entre des corbillards polis et des couronnes de fleurs, des hommes politiques offrant leurs condoléances, des magnats des affaires murmurant à propos de leurs héritages, l'élite de la société accomplissant un deuil rituel. Clarisse lissa les plis de sa simple robe noire, respirant l'air frais tout en serrant contre elle une rose blanche immaculée qu'elle avait déposée près du cercueil de son père. Rassemblant son courage, elle se dirigea vers le cercueil en chêne poli où Arnaud et Amandine, ses frères adoptifs, riaient doucement au milieu d'un groupe de connaissances influentes. À sa vue, leur conversation s'interrompit. Arnaud plissa les yeux en s'avançant. « Que fais-tu ici » siffla-t-il, son souffle froid contre son oreille. « Ce n'est pas un endroit pour toi, retourne Y. » Tremblante, Clarisse leva le menton. « Je voulais juste lui dire au revoir. »« À papa. » Sa voix tremblait sous le poids de ses mots. Amandine pencha la tête et laissa échapper un petit rire moqueur. « Papa ? C'est touchant. C'est seulement maintenant que tu te souviens de ton existence. » Elle interrompit le passage de Clarisse d'un geste dédaigneux de sa main gantée. « Tu as déjà causé assez d'embarras. La zone réservée au personnel est là-bas. » Deux agents de sécurité se tenaient à proximité, l'un d'eux adressant à Clarisse un regard compatissant qui disparut lorsqu'Amandine esquissa un sourire répété. Non loin de là, une femme âgée murmura à sa compagne, « Qui est cette jeune servante noire ? Je ne savais pas que les Delacroix avaient de tels domestiques. » L'autre répondit à voix basse, « Ce n'est pas une servante, c'est l'héritière adoptive que Maurice a voulu garder. Sa femme ne l'a jamais acceptée. » Chaque syllabe s'enfonçait plus profondément dans la poitrine de Clarisse, lui coupant le souffle. Jean-Marc, l'avocat de la famille, observait la scène avec un calme impénétrable, mais ne fit aucun geste pour intervenir. Rassemblant ses dernières forces, Clarisse déposa la rose blanche contre la surface polie du cercueil. « S'il vous plaît, » implora-t-elle doucement, « laissez-moi juste laisser ceci. » La main d'Arnaud se tendit brusquement, repoussant la fleur. « On a des arrangements professionnels. Pas besoin de bibelots d'amateurs. » Sur ce dernier refus, Clarisse sentit la pièce tourner. Elle baissa la tête, se retourna d'un pas chancelant et s'éclipsa dans l'ombre, sa rose blanche écrasée sous son talon. Mais alors que le crépuscule tombait et que les personnes en deuil se dispersaient, Clarisse découvrit une lettre glissée sous sa porte, une lettre qui promettait de révéler des secrets longtemps enfouis et de modifier à jamais l'héritage de Delacroix. Elle flottait à travers les funérailles telle une ombre, présente physiquement, mais invisible de tous. Du bout de l'assemblée, Clarisse observait les proches se tourner vers Arnaud et Amandine dans une silencieuse célébration, un sourire subtil de félicitation, une chaleureuse étreinte, une tendre étreinte. Personne ne lui accorda un regard. Seule Madame Renée, la vieille gouvernante qui connaissait Maurice plus longtemps que quiconque, s'arrêta à ses côtés. Leurs mains se serrèrent brièvement et tremblantes. « Il t'adorait vraiment, ma chère » murmura-t-elle d'une voix douce comme une prière avant de se fondre dans la foule. Ces quelques mots résonnèrent comme un phare dans une nuit immense. Clarisse les serra contre elle tandis qu'elle suivait la lente descente du cercueil de Maurice dans la terre. La cérémonie se transforma en une série de scènes à demi oubliées, sa main ferme guidant ses premières pédales chancelantes sur le vélo, sa voix douce tissant des contes du soir à partir de rien, ses applaudissements tonitruants résonnant dans l'auditorium de l'école. Chaque souvenir lui semblait désormais immense ou une autre vie, aussi lointaine qu'un rêve. « Adieu, papa » murmura-t-elle, son souffle coupé par le vent. Lorsque les personnes en deuil s'éloignèrent par petits groupes, les rires et les conversations étouffées s'éteignant à la porte, Clarisse resta seule au milieu des fleurs éparses et des pelles polies. Elle s'agenouilla, déposa une rose blanche sur le tertre frais et s'attarda jusqu'à ce que la terre se tasse sous ses doigts. Se relevant enfin, elle s'éloigna à travers les rangées silencieuses de pierres tombales, inaperçue des invités qui partaient. Demain, elle le savait, la lecture du testament scellerait son destin. L'abandon d'aujourd'hui n'était que le prélude à des blessures plus profondes. Le lendemain matin, le bureau de Jean-Marc Dubois s'offrait à elle dans une grandeur austère.
Des toiles richement encadrées tapissaient les murs, des meubles en chêne foncé brillaient sous la douce lumière des lampes, l'air était chargé du parfum des volumes reliés en cuir. Elle prit place au fond de la pièce, s'efforçant de se faire aussi petite que possible. Arnaud et Amandine s'installèrent dans les confortables fauteuils en cuir face au bureau du notaire. Entre eux et Clarisse, cousin et oncle hochèrent poliment la tête ou peut-être se contentèrent-ils de reconnaître qu'ils respiraient le même air. Tante Hélène, sévère comme un monolithe, était assise près de la porte, les yeux rivés sur Clarisse avec une froide appréciation. « Dépêchons-nous » lança Arnaud en jetant un coup d'œil à sa montre en or. « On a un déjeuner avec le ministre dans 2 heures. » Amandine lissa ses perles et se pencha vers son frère, d'une voix juste assez forte pour que Clarisse en perçoive le ton moqueur. « Elle est vraiment venue, elle doit croire qu'il y a quelque chose pour elle ici. » Un léger rire passa entre eux. Clarisse fixait la rue Saint-Honoré en contrebas, faisant semblant de ne pas entendre. S'éclaircissant la gorge, Jean-Marc ajusta ses lunettes. « Nous allons maintenant procéder à la lecture du testament de Maurice de la Croix. » Le silence se fit dans la pièce. Le pouls de Clarisse résonna à ses oreilles. Elle ne se faisait pas d'illusions quant à sa fortune, mais elle avait osé espérer un seul souvenir, peut-être une montre de famille, une photo, voire un fragment de son écriture. La voix du notaire continua, posée et posée, tandis qu'il détaillait chaque bien légué à Arnaud et Amandine, l'hôtel particulier parisien surplombant la Seine, les vignobles provençaux, les actions de la société, la collection d'art privé. Lorsqu'il conclut que, tous les biens restants, non spécifiés ici, seront partagés à parts égales entre mes enfants, Arnaud et Amandine de la Croix, Clarisse sentit son estomac se serrer. Son nom ne franchit jamais ses lèvres. C'était comme si son existence même avait été effacée des années qu'ils avaient partagées. « Je voulais juste quelque chose pour me souvenir de lui », murmura-t-elle, faisant tourner la pièce. Le regard froid de tante Hélène la cloua sur place. « Avez-vous dit quelque chose, jeune fille ?» « Rien d'important », répondit Clarisse en retenant les larmes qu'elle ne pouvait nier. Jean-Marc referma le dossier d'un léger claquement. La lecture est terminée. Arnaud et Amandine échangèrent un regard triomphant et se levèrent. Les autres suivirent, laissant Clarisse seule au fond de cette vaste pièce, le cœur plus lourd que le plus épais des manteaux de marbre. Certains invités échangèrent des remarques à voix basse sur les sommes dévoilées, tandis que d'autres félicitèrent discrètement les héritiers. Jean-Marc s'éclaircit la gorge et s'adressa à la salle. Des questions ? Un moment de silence s'installa avant qu'Arnaud ne se lève et ne se dépoussière imaginairement sa veste. « Je crois que tout est en ordre », dit-il en jetant un coup d'œil vers Amandine. Clarisse, lourde comme du plomb, se laissa glisser de sa chaise, rassembla ses affaires et fixa le sol. Elle n'avait qu'une envie, s'échapper de cet endroit. Juste au moment où elle atteignait la porte, Jean-Marc l'appela. « Mademoiselle Clarisse, pourriez-vous rester un instant ?» Amandine leva les yeux au ciel. Qu'est-ce qui peut bien être si urgent ? Des questions strictement confidentielles, répondit l'avocat d'un ton ferme mais courtois. Une fois les autres participants partis, il fit signe à Clarisse de se rasseoir. Je suis profondément désolé pour votre perte, commença-t-il d'une voix chaleureuse et sincèrement préoccupée. Et pour la difficulté que cela a dû représenter pour vous. Elle leva le menton, s'efforçant de garder son sang-froid. Merci. Je suppose que je l'avais vu venir. Après tout, je n'ai jamais vraiment fait partie de leur monde. Jean-Marc l'observa quelques instants en silence. Puis il ouvrit un tiroir de bureau et en sortit une enveloppe impeccablement scellée et un dossier timbré aux couleurs de l'entreprise. Maurice m'a contacté il y a environ 6 mois, expliqua-t-il en lui posant l'enveloppe. Il voulait que certaines provisions soient disposées discrètement. Clarisse fronça les sourcils, perplexe. Ceci, poursuivit Jean-Marc en ouvrant le dossier avec une aisance experte, est un second testament, un codicile destiné à vos seuls yeux. Clarisse sentit son pouce accélérer tandis qu'il faisait glisser les documents sur la surface polie. Maurice vous a légué 30% des actions de sa société principale, la propriété de l'appartement de la rue des Abbesses à Montmartre et un compte bancaire suisse contenant 10 millions d'euros. Clarisse en eut le souffle coupé. Ce n'est pas une erreur administrative. Il savait exactement ce qu'il faisait, affirma doucement Jean-Marc. Et il y a plus encore, cette lettre qui vous est adressée. Les mains tremblantes, Clarisse brisa le sceau de l'enveloppe et déplia 2 pages écrites de la main familière de son père. Ma très chère Clarisse. Si vous lisez ceci, mon temps est révolu. Je sais que vous vous êtes senti mis à l'écart par cette famille, comme si vous n'aviez jamais vraiment été des nôtres.
Le testament public a été rédigé pour éviter la discorde et le scandale, mais voici mes vœux sincères. Vous m'avez aimé en tant qu'homme, non pour ma fortune ou mon nom. Alors qu'Arnaud et Amandine ne voyaient que le statut et l'héritage, tu as vu mes défauts et mon humanité. Utilise ces atouts pour forger ton destin. Je crois en toi, en ton potentiel pour accomplir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'important. J'ai toujours été fier de t'appeler ma fille. Avec tout mon amour. Papa. Des larmes coulèrent sur les joues de Clarisse. Pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, elle ressentit une reconnaissance sans filtre. 3 mois plus tard, Paris s'ouvrait sur un printemps délicat, tulipes et jonquilles illuminaient le jardin des Tuileries, et le soleil perçait par intermittence un voile de nuages gris persistants. Dans l'ancienne salle de réception du Royal Hotel, désormais drapée de nappes raffinées et de lustres scintillants, journalistes, financiers et personnalités de la société parisienne se mêlaient, flûte de champagne à la main, curieux de l'occasion. Jean-Marc, désormais son conseiller juridique et confident, vérifia leur avant de se tourner vers Clarisse. « Êtes-vous absolument certaine de vouloir continuer » demanda-t-il d'une voix ferme mais teintée d'empathie. Clarisse inspira lentement, sentant une nouvelle détermination grandir en elle. Elle soutint son regard et hocha la tête, prête enfin à embrasser le chemin tracé devant elle. « Je n'ai jamais ressenti une telle conviction de toute ma vie, » dit-elle en lissant le revers de son blazer bleu marine, un choix délibéré qui soulignait son assurance retrouvée et sa détermination professionnelle. Au cours des mois précédents ce soir, Clarisse avait consacré toute son énergie à la réalisation d'une vision. Sous la direction constante de Jean-Marc, elle avait non seulement préservé l'héritage financier de Maurice, mais l'avait transformé en quelque chose de bien plus important, le fonds Maurice de la Croix pour les enfants négligés. Le fonds était conçu autant comme un sanctuaire que comme une institution ou un lieu où les jeunes orphelins ou abandonnés trouveraient un foyer aimant, une éducation solide et la possibilité de rêver au-delà de leurs conditions. Alors que les derniers invités prenaient place, la voix de l'organisateur de l'événement s'éleva dans le murmure, « C'est l'heure ». Clarisse prit une profonde inspiration et monta sur scène d'un pas mesuré et déterminé. Instantanément, le silence retomba dans la salle, tous les regards se portant sur la jeune femme debout derrière le micro étincelant. À sa droite, un grand portrait de Maurice souriait au public, accompagné de l'emblème de la fondation fraîchement dévoilée. « Bonsoir à tous », commença-t-elle d'une voix claire, assurée et chargée de gratitude. « Merci d'être parmi nous pour célébrer ce moment crucial. » En parlant, Clarisse ne put s'empêcher de remarquer Arnaud et Amandine assis ensemble au fond où son regard sceptique et sa curiosité polie contrastaient fortement avec son enthousiasme. Non loin de là, les lèvres d'Hélène étaient pincées, comme si elle goûtait une amertume inattendue. Maurice de la Croix était plus qu'un entrepreneur pionnier, pour beaucoup, il était un symbole de réussite et de détermination inébranlable. Mais pour moi, il était mon ange gardien quand j'en avais le plus besoin. À chaque phrase, l'atmosphère dans la salle changeait subtilement. Les regards critiques se transformaient en regards d'intérêt sincère, et les murmures de scepticisme cédaient la place à des hochements de tête respectueux. Clarisse évoquait le magnétisme de Maurice, son autorité sereine, son don pour les mots et l'assurance inébranlable qu'il inspirait. Elle a intégré ses souvenirs à la mission même de la Fondation, perpétuer son héritage d'espoir, en veillant à ce que chaque enfant se sente vu, entendu et valorisé. À sa conclusion, la salle a éclaté d'applaudissements chaleureux. Des dizaines de journalistes se sont précipités. Une journaliste du Monde a levé la main et a demandé « Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette fondation ?» Était-ce la conviction que la foi d'une seule personne peut transformer une vie? Clarisse a répondu à la question avec un sourire sincère. Maurice m'a appris cette leçon, a-t-elle répondu simplement, les yeux brillants d'une fierté discrète. Lors de la réception qui suivit, Clarisse se retrouva absorbée par une conversation avec un cercle de chefs d'entreprise désireux d'explorer des partenariats. Puis elle sentit une douce caresse sur son épaule. Se retournant, elle aperçut Madame René, la bienveillante gouvernante qui l'avait guidée dans ses jours les plus sombres. Des larmes brillèrent dans les yeux de la vieille femme tandis qu'elle murmurait « Ma chère enfant, ton père serait si fier de toi. » Subjuguée, Clarisse serra René dans ses bras. « Je te dois tant, murmura-t-elle. Ta confiance en moi m'a permis de tenir le coup. » La gouvernante sourit et caressa la joue de Clarisse. « J'ai toujours senti quelque chose d'extraordinaire en toi, dit-elle. » De l'autre côté de la pièce, Arnaud observait ces tendres retrouvailles. Après un instant d'hésitation, il s'approcha en s'éclaircissant la gorge. « Ce que tu as accompli est remarquable, » admit-il, bien que le malaise lui tiraille le visage. « Je n'avais jamais réalisé que papa t'avait laissé quoi que ce soit.
Clarisse le regarda fixement, d'un ton courtois mais distant. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées sur tous les toits pour être vraies. Arnaud se déplaça, jetant un coup d'œil vers l'entrée. On était peut-être trop froid à l'enterrement, osa-t-il. Elle secoua la tête, l'air serein. J'en ai assez de demander des excuses. Il marqua une pause, scrutant son visage. Et que veux-tu de moi maintenant, répondit-elle en levant le menton. Rien. Je trace ma propre voie. Ses sourcils se haussèrent de surprise, ce n'était pas l'amertume qu'il avait anticipée. Il se retrouva face à une femme dont la force n'avait besoin ni de réconfort ni d'affirmation. Tard ce soir-là, dans le calme de son nouvel appartement de Montmartre, Clarisse se tenait devant la fenêtre, le panorama de Paris scintillant en contrebas. Pour la première fois, elle se sentait pleinement chez elle, libérée de son passé, libre de toute autre attente que la sienne. Dans la douce lueur des lumières de la ville, elle savourait sa liberté et la promesse de la mission qu'elle s'était choisie. Un an plus tard, le Fonds Maurice de la Croix avait gagné sa place parmi les associations caritatives les plus prestigieuses de France. Des centaines d'enfants avaient été accueillis dans des foyers chaleureux, avaient obtenu des bourses pour poursuivre leurs rêves ou avaient bénéficié du soutien psychologique dont ils avaient tant besoin. Clarisse évoluait dans les couloirs lumineux du nouveau siège de la Fondation avec une confiance tranquille, échangeant des salutations chaleureuses avec le personnel et les bénévoles. Ses cheveux, coiffés naturellement pour honorer ses racines africaines, encadraient un visage qui exprimait sérénité et connaissance de soi, une femme ancrée dans son histoire. Depuis le siège social, Mademoiselle de la Croix appela son assistante par l'interphone. Le Figaro demande une interview au sujet de votre nomination au prix humanitaire national. Clarisse marqua une pause, puis répondit avec douceur et fermeté, merci de les remercier et de leur dire que je vous rappellerai. Pour l'instant, j'ai des rendez-vous plus importants. Dans la cour ensoleillée de la Fondation, une vingtaine d'enfants se rassemblèrent avec impatience, le visage rayonnant d'excitation, attendant de voir Tata Clarisse, son surnom affectueux parmi eux. S'installant sur un bambin en mosaïque aux couleurs vives, Clarisse s'écria, « Qui veut entendre une histoire aujourd'hui ?» Un chœur enthousiaste de « Moi » s'éleva en réponse. Alors écoute attentivement, commença-t-elle, l'histoire d'une petite fille qui se sentait exclue de toute sphère, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle pouvait se construire sa propre place dans le monde. Une timide fillette de 7 ans, coiffée de tresses colorées et perlées, s'avança doucement, effleurant le bras de Clarisse du bout des doigts. « Toi aussi, tu t'es sentie seule quand tu étais petite, murmura-t-elle. Les lèvres de Clarisse s'incurvèrent en un tendre sourire. Souvent. Mais être seul ne signifie pas être inachevé. Cela signifie qu'on est libre de se construire. Tout l'après-midi, le téléphone de Clarisse vibra d'appels. L'un d'eux venait d'Amandine. Après avoir laissé passer les premiers appels, elle décrocha enfin. « Clarisse ? » ?»« C'est Amandine. »« Je t'écoute, » répondit Clarisse d'une voix mesurée. Pour ses débuts en couverture de Paris Match, Clarisse avait tout d'une leader inspirante. « Ce que tu fais est incroyable, » poursuivit Amandine. Arnaud et moi nous demandions si tu accepterais de déjeuner avec nous un de ces jours, histoire de prendre des nouvelles. Autrefois, Clarisse aurait sauté sur l'occasion, aspirant à être acceptée par la soi-disant famille de la Croix. Mais cette époque était révolue. « Je ne pense pas que ce soit nécessaire, » dit-elle doucement. Nos chemins ont divergé. La voix d'Amandine se brisa, fragile d'émotion. « Mais nous sommes toujours une famille, » insista-t-elle. Clarisse ferma les yeux un instant, puis parla avec une douce conviction, « La famille ne se définit pas par le sang ou les papiers. Elle se mesure à ceux qui vous soutiennent quand le monde vous tourne le dos. » Elle raccrocha et retourna dans la cour, où les enfants se poursuivaient dans la lumière de l'après-midi. Leurs rires emplirent l'air, et Clarisse sut qu'elle avait découvert sa vraie famille. Dans son bureau, une lettre encadrée, écrite par Maurice lui-même, reposait sur son bureau. Ce n'était pas un trophée à brandir pour évoquer de vieilles rivalités, mais un rappel discret, il faut parfois être mis de côté avant de trouver la voix qui nous entende vraiment. Quelques semaines plus tard, lors de la cérémonie des National Humanitarian Awards, le présentateur a demandé à Clarisse ce qu'il avait soutenu malgré tout. Elle a marqué une pause, puis a parlé franchement, « Le silence peut vous emprisonner ou vous enseigner. J'ai choisi de faire de chaque instant passé sans être entendu une leçon, afin qu'enfin, lorsque ma voix compterait le plus, je sache exactement comment l'utiliser. » Le parcours de Clarisse n'a jamais été une question de vengeance ou d'amertume. Il a été un témoignage de transformation, là où la douleur devient un but, le rejet se transforme en reconnaissance de soi.
Elle a appris que ceux qui vous ignorent peuvent vous libérer sans le savoir, et que l'invisibilité aux yeux des autres n'atténue pas la lumière intérieure. Autrefois méprisée et ignorée, Clarisse a émergé avec une dignité inébranlable, preuve que la vraie valeur ne s'achète ni ne s'efface. Si son histoire vous a touché, dites-nous quel moment vous a le plus marqué. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que, malgré tous ses efforts pour vous réduire au silence, votre lumière intérieure brillera toujours.